tous. Permettez-moi de vous présenter d'abord l'équipe relais handicap rare. Donc, équipe relais handicap rare Nouvelle-Aquitaine. Alors très rapidement, l'équipe relais handicap rare a été créée dans le cadre du deuxième schéma handicap rare qui apparaît là, 2014-2018. Le premier, oula, ça va très vite. Le premier schéma handicap rare avait vu la création des centres ressources nationaux, mais j'y reviens juste après. Et en ce moment est à l'étude un troisième schéma handicap rare qui devrait apparaître pour début 2020. 12 équipes relais handicap rare déployées sur tout le territoire, dont une sur Réunion Mayotte. Je vais très vite. Et donc je représente l'équipe relais handicap rare Nouvelle-Aquitaine, dont l'organisation ou le fait qu'elle est devenue équipe relais Nouvelle-Aquitaine a été validé par l'ARS l'année dernière seulement. Je représente le site de Poitiers, donc dont on voit qu'elle intervient sur les 4 départements de l'ex-Poitou-Charentes. Mais nous travaillons conjointement avec les sites de Limoges et celui de Bordeaux. La définition du handicap rare, qui n'est pas parfaite, je le dis, mais qui est une combinaison de 3 types de rareté. Rareté des publics avec une prévalence de 1 cas sur 10 000, rareté des combinaisons de déficience, j'y reviens juste après, et rareté et complexité des technicités. Concrètement, quand nous sommes interpellés, il y a forcément une difficulté dans l'accompagnement, un besoin d'évaluation supplémentaire, de diagnostic, voilà, qui complexifie donc l'accompagnement. Je reviens sur les combinaisons de déficience. Donc, 5 catégories de combinaisons de déficience à notre niveau. Première catégorie, déficience auditive grave et déficience visuelle grave. Deuxième catégorie, déficience visuelle grave et autres déficiences graves associées. Troisième catégorie, déficience auditive grave et autres déficiences associées. Quatrième catégorie, dysphasie grave et troubles de la communication. Et la cinquième catégorie est beaucoup plus vaste puisqu'on est là dans le champ des maladies rares, des syndromes. Bon, je vous passe les détails, mais voilà pour la cinquième catégorie. Je dis juste que cette catégorie représente environ 60% des situations que nous accompagnons. Je m'arrête un tout petit peu pour faire quand même un lien avec le thème de la journée et vous dire que vous comprendrez que au vu des catégories de handicap rares, les troubles neurodéveloppementaux sont souvent ceux qui complexifient les catégories de handicap rares. On les retrouve souvent dans les déficiences graves associées. J'ai noté qu'on était là dans la comorbidité dont parlait le docteur Xavier ce matin. Un exemple, par exemple, excusez-moi, je reviens un tout petit peu sur la cinquième catégorie, sont des maladies rares et des syndromes, mais rentre dedans l'épilepsie sévère. Et justement, un exemple, le syndrome de Lennox-Gastaut, qui provoque souvent des épilepsies sévères, on a souvent des troubles autistiques associés. Je vous présente rapidement le dispositif intégré dont nous faisons partie. Donc les équipes relais sont dans une proximité au niveau interrégional, proximité donc avec le local, les associations, toutes les ressources qui peuvent à un moment soutenir une situation, sachant que notre mission, c'est toujours d'être en co-construction. Nous ne faisons rien tout seul et on s'appuie toujours sur les ressources, tout d'abord locales, donc associations, familles, établissements médico-sociaux, les MDPH, les acteurs du social, acteurs de la solidarité, de la formation et acteurs du soin. Je reviendrai après sur ce point. Notre mission, c'est, en fonction des interpellations, nous appuyer tout d'abord sur les acteurs locaux et, si besoin,
aller chercher l'expertise chez les centres ressources, centres nationaux de ressources handicap rares, les 4 centres nationaux. Je vous les présente rapidement. Ça rejoint les catégories de handicap rares que je vous citais juste avant. Le CRESAM, qui se trouve à Poitiers, qui est compétent pour la première catégorie, déficience visuelle grave et déficience auditive grave. Le deuxième, le Centre national La Pépinière, qui se trouve à Lille et qui est compétent pour la déficience visuelle grave et autres déficiences associées. Le Centre Robert Laplane, je vais revenir sur ce centre-là, mais le Centre Robert Laplane qui se trouve à Paris et qui est compétent pour la 3e et la 4e catégorie de handicap rare, donc la dysphasie, les troubles du langage et aussi déficience auditive et troubles graves associés. Le 4e centre ressources, le centre phare, qui est compétent dans l'épilepsie sévère à composante handicap rare. Voilà les ressources, l'expertise que nous pouvons aller chercher en fonction des interpellations. Je cite aussi les 23 filières maladies rares en orange que nous pouvons aussi solliciter pour repérer un centre de référence, un centre de compétences qui va nous amener une expertise, une connaissance de certains syndromes ou maladies. Donc j'ai déjà commencé à le dire, je vais très vite sur les missions de l'équipe relais. 3 grandes missions, celle du repérage des ressources et du réseau. La deuxième mission, l'appui à l'évaluation et à l'accompagnement des situations. Et la troisième, la contribution à un haut niveau d'expertise. Donc l'idée derrière ça, c'est d'amener autant que possible une montée en compétences, un soutien pour les acteurs locaux qui nous auraient sollicités. Je m'arrête. Je m'arrête sur cette diapo pour vous indiquer que ce qui est important à mon sens, ce sont tous les mots qui sont entre les bulles. Donc l'appui au décloisonnement, le décloisonnement médico-social, sanitaire, autant que possible en fonction des situations. Les réponses sur mesure. Vous allez voir que on est toujours en train d'imaginer, en fonction des demandes et en fonction des situations qui sont très diverses, imaginer des réponses sur mesure, soutenir les établissements, les familles, les institutions dans une réponse qui soit étayée et qui nous permet après, l'équipe relais est au milieu, mais l'idée c'est bien que l'équipe relais puisse se décaler à un moment donné et laisser les acteurs fonctionner autour des situations. J'en viens enfin aux situations. Compte tenu de ce que je vous ai dit avant, il a fallu quand même qu'on cherche pour trouver des situations qui relèveraient donc des troubles neurodéveloppementaux. Donc je vous cite 3 situations. La première, celle d'une enfant sourde pour laquelle on nous interpelle, le CESAD qui l'accompagne nous interpelle pour affiner le diagnostic. On évoque à la fois des troubles vestibulaires, des troubles du spectre autistique. Voilà la première demande. La deuxième situation, celle d'un enfant qui est en classe de CP quand on nous a interpellés. Là, c'est le CESAD 10 qui nous a interpellés et qui se pose des questions par rapport aux moyens de communication le plus adaptés, sachant qu'ils ont déjà un gros panel de pistes, mais la demande concerne là directement le Centre ressources nationales pour en gros rassurer ou valider l'utilisation de certains outils. La troisième situation,
on est plus là dans notre 5e catégorie, donc celle des maladies rares et des syndromes. Syndrome de Prader-Willi, que peut-être certains connaissent. Et donc là, ce sont aussi les troubles importants de la communication qui sont mis en évidence. Et là, c'est la famille qui nous interpelle pour assurer une forme de coordination entre les différents acteurs. Et puis peut-être apporter là aussi des connaissances par rapport à ce syndrome Prader-Willi qui est quand même très complexe à accompagner. Et donc, moi je ne me suis pas attardé sur une seule situation, mais pour vous dire qu'à notre niveau, c'est vraiment l'activation de notre réseau, du maillage territorial qui est en jeu et auquel on essaye de contribuer, donc en mobilisant les acteurs locaux, comme je l'ai dit, donc en mobilisant et en assurant une forme de coordination au niveau des différents acteurs, faire des liens, décloisonner autant que possible. Je ne sais pas si je vais les citer, donc apporter des éléments de compréhension au niveau de l'école, au niveau de l'ULIS, interpeller le centre de ressources autisme, les filières maladies rares, les centres de référence au niveau sanitaire, les centres de compétences aussi. Et puis donc, je recite le Centre national de ressources Robert Laplane, qui lui peut apporter donc une expertise à la fois au niveau de la situation individuelle en apportant un conseil, un avis, mais aussi au niveau action collective qui peut amener une sensibilisation, une formation pour les acteurs qui vont accompagner ces enfants au quotidien.